Élise Fournier était une femme discrète, passionnée de littérature, qui enseignait avec rigueur et tendresse dans un lycée de Lyon. Ses élèves l'adoraient pour sa capacité à rendre vivantes les tragédies grecques et les poèmes romantiques. Dans les couloirs de l'établissement, on la surnommait la conteuse, tant sa voix avait le pouvoir de suspendre le temps. Mais derrière cette douceur se cachait une femme profondément amoureuse d'un homme qui, pendant une décennie, fut le centre de sa vie, Marc Delattre. Marc était tout ce qu'Élise n'était pas. Brillant, sûr de lui, capable d'entrer dans une pièce et d'y capter toute l'attention. Entrepreneur de talent, il avait bâti son empire technologique à partir de presque rien. Lorsqu'ils s'étaient rencontrés, il n'était qu'un rêveur ambitieux avec une idée floue de plateforme numérique. C'est dans un café de la Croix-Rousse que leur histoire avait commencé, autour d'un cappuccino tiède et d'un livre oublié sur une chaise. Élise avait prêté son exemplaire de « À la recherche du temps perdu » et Marc avait promis de le lui rendre. Il ne l'avait jamais fait. À la place, il lui avait offert une promesse silencieuse, celle de ne jamais partir. Pendant les premières années, leur vie était simple. Un petit appartement sous les toits, des dîners improvisés, des nuits à rêver l'avenir. Élise enseignait le jour et corrigeait ses copies, pendant que Marc codait sans relâche dans le salon. Il vivait d'amour, de patience et de café noir. C'est Élise qui avait financé les premiers mois du projet de Marc, vendant quelques bijoux hérités de sa mère et acceptant de réduire son propre confort pour soutenir ses ambitions. Elle croyait en lui, plus qu'il ne croyait en lui-même. Quand la start-up de Marc commença à prospérer, il promit que rien ne changerait. Ils achetèrent une maison en périphérie de Lyon, un endroit tranquille avec un jardin et une bibliothèque lumineuse qu'Élise transforma en sanctuaire littéraire. Ils se marièrent lors d'une cérémonie intime, entourés d'amis proches et de quelques membres de la famille. Elle portait une robe fluide et il n'arrivait pas à détacher les yeux d'elle. Ce jour-là, tout semblait parfait. Les discours parlaient d'amour durable, de respect mutuel et de rêves partagés. Mais le succès apporta avec lui des ombres insidieuses. Au fil du temps, Marc devint moins présent. Les voyages d'affaires se multiplièrent, les réunions s'étendaient jusqu'à des heures indécentes, et son téléphone vibrait sans cesse, même lors des rares dîners qu'il partageait encore. Élise, d'abord patiente, commença à ressentir une inquiétude sourde. Elle tentait de se convaincre que c'était passager, que le succès avait un prix et qu'ils étaient assez forts pour le payer ensemble. Peu à peu, les signes devinrent trop visibles pour être ignorés. Le regard de Marc, autrefois si attentif, devenait fuyant. Il rentrait tard, souvent sans prévenir. Lorsqu'elle lui posait des questions, il répondait avec agacement ou avec un sourire vide qui ne disait plus rien. Il semblait ailleurs, comme si une partie de lui avait déjà quitté leur maison. Élise s'efforçait de rester présente, de maintenir la chaleur du foyer, mais la solitude s'insinuait dans chaque recoin. Elle se souvenait d'un soir d'hiver où elle l'avait attendu avec un pot-au-feu mijoté pendant des heures. Il n'était jamais rentré. Le lendemain matin, il lui avait dit qu'il avait dormi au bureau à cause d'un problème de serveur. Elle avait hoché la tête, mais un doute s'était installé. Ce doute, devenu compagnon silencieux, ne la quitterait plus. Malgré tout, Élise persistait à croire qu'ils pourraient se retrouver. Elle planifiait des week-ends à deux qu'il annulait au dernier moment. Elle lui écrivait des lettres qu'il laissait sans réponse. Elle continuait à croire en l'homme qu'il avait été, à espérer qu'il finirait par revenir vers elle, vers ce qu'ils avaient construit ensemble. Mais ce qu'elle ignorait encore, c'est que Marc avait déjà fait un choix qu'il s'apprêtait à révéler de la manière la plus brutale qui soit. Elle ne savait pas que leur histoire, si souvent admirée, allait bientôt devenir un souvenir douloureux. Un passé que certains qualifieraient de conte, mais qu'elle, bientôt, ne verrait plus que comme une trahison déguisée en promesse. Car tout ce qu'elle avait donné sans compter, il était sur le point de le piétiner avec une indifférence glaciale. Ce matin-là, Élise s'était réveillée seule dans le lit conjugal. Ce n'était pas rare ces derniers mois. Le silence dans la maison n'avait plus rien de paisible. Il pesait, écrasait chaque pièce, chaque geste, chaque pensée. En descendant les escaliers, elle sentit immédiatement quelque chose d'étrange. Une tension dans l'air, une absence différente, plus lourde. Le salon était impeccable, comme s'il n'avait pas été utilisé depuis des jours. Elle appela le nom de Marc, sans y croire. Pas de réponse. Elle entra dans la chambre d'amis, vide. Puis retourna dans leur chambre, poussée par une intuition qu'elle aurait préféré ignorer. C'est là qu'elle vit la valise, posée sur le lit, fermée à la hâte. À côté,
une enveloppe blanche avec son prénom inscrit à l'encre noire. Élise sentit son cœur se serrer. Elle resta figée quelques secondes, puis s'assit lentement au bord du lit. Ses mains tremblaient lorsqu'elle ouvrit la lettre. Le papier était froid, l'écriture familière, mais le contenu brutal. Marc n'y allait pas par 4 chemins. Il avait décidé de partir. Il ne parlait ni d'une pause ni d'une crise passagère. Il affirmait avec une clarté tranchante qu'il ne reviendrait pas. « Élise, je suis désolé. Je ne peux plus continuer cette vie. Je pars avec Camille. Ce n'est pas un choix contre toi, mais pour moi. Je ne veux pas de conflit. Je te laisse la maison pour le moment. Je m'occuperai des démarches du divorce dès que possible. Marc. » Chaque phrase semblait avoir été écrite pour éviter toute émotion. Il n'y avait ni explication, ni regret, ni même une tentative de compréhension. Camille. Élise ne mit pas longtemps à comprendre de qui il s'agissait. Camille Moutier, la jeune attachée de presse que Marc avait embauchée 2 ans plus tôt. Élise l'avait rencontrée une fois lors d'un dîner de gala, une jeune femme vive, souriante, d'une beauté étudiée, mais qui n'avait pas retenu son attention plus que cela. Elle se souvint que Marc avait insisté pour qu'elle vienne ce soir-là. Elle ne s'était doutée de rien, ou plutôt elle avait refusé de voir. Elle relut la lettre plusieurs fois, espérant y trouver une faille, une contradiction, une preuve que ce n'était qu'un cauchemar mal formulé. Mais non, les mots restaient là immuables, aussi tranchants que des lames. Marc était parti, sans un regard en arrière, sans discussion. 10 années de vie commune, réduites à une page, à quelques phrases glacées. Les heures qui suivirent furent floues. Élise resta longtemps assise, sans bouger. Le temps semblait s'être figé autour d'elle. Puis vinrent les larmes, silencieuses d'abord, puis incontrôlables. Elle pleura tout ce qu'elle avait construit, tout ce qu'elle avait espéré. Elle pleura l'homme qu'elle croyait connaître, les promesses faites dans le noir, les voyages annulés, les lettres qu'elle avait écrites et qu'il n'avait jamais lues. Elle pleura la trahison, mais surtout l'indifférence. Les jours suivants se déroulèrent comme un lent écoulement de sable dans un sablier brisé. Elle informait ses collègues qu'elle avait besoin de temps. Elle évitait les appels, ne répondait à personne. La maison résonnait de souvenirs. Chaque pièce lui rappelait un moment, une parole, un rire. Mais ce qui frappait le plus, c'était le silence. Un silence dur, profond, comme une fracture invisible qui dévorait les murs. La présence de Marc avait disparu si brusquement que même ses vêtements semblaient étrangers dans le placard. Elle découvrit qu'il avait emporté quelques affaires, des dossiers, 2 chemises qu'elle lui avait offertes. Le reste était là, abandonné, comme un décor après le départ du dernier acteur. Un matin, alors qu'elle ouvrait le rideau de la chambre, elle croisa le regard de la voisine d'en face, une femme âgée qui la salua poliment, mais avec une gêne évidente. Élise comprit que les choses allaient changer. Le murmure des quartiers résidentiels est plus perçant que le vacarme des grandes villes. Bientôt, elle serait la femme quittée, celle dont le mari est parti avec la petite jeune de l'entreprise. Le rôle lui était déjà assigné, sans qu'elle ait eu le droit de parler. Elle tenta de comprendre, de reconstituer les mois passés. Elle revit les absences prolongées, les excuses floues, les appels interrompus quand elle entrait dans la pièce. Tout était là sous ses yeux depuis si longtemps. Elle avait simplement refusé de croire que l'amour puisse disparaître aussi facilement. Elle avait sous-estimé la lâcheté de Marc, sa capacité à se dérober plutôt que de faire face. Il avait choisi la facilité, fuir sans explication, effacer 10 années comme on referme un dossier devenu encombrant. Mais Élise, elle, restait, avec la douleur, avec les questions, avec l'absence. Elle rangeait la maison, lentement, presque mécaniquement. Elle ne savait pas encore quoi faire, ni comment réagir. Elle ne voulait pas de vengeance, pas encore. Ce qu'elle voulait, c'était comprendre comment on survit à un tel abandon, comment on réapprend à marcher, à respirer, quand le sol s'effondre sous vos pieds. Un soir, elle monta au grenier et retrouva une vieille boîte où elle avait conservé leurs premières lettres, leurs photos de vacances, les plans griffonnés de leur maison idéale. Elle les relut toutes, une à une, comme pour se prouver qu'elle n'avait pas rêvé, qu'il avait existé un temps où Marc l'aimait, réellement. Chaque mot résonnait comme une moquerie cruelle, mais au lieu de les brûler, elle les rangea soigneusement. Non pas par faiblesse, mais parce qu'elle refusait de laisser la colère effacer ce qu'elle avait donné, car si lui avait choisi de partir sans honneur, elle, au moins, garderait le sien. Elle ne savait pas encore comment elle allait se reconstruire, mais une chose était claire,
Elle ne laisserait pas cette lettre être le dernier mot de leur histoire. La première convocation arriva par courrier recommandé, un matin de pluie fine. Élise, en ouvrant l'enveloppe, sentit aussitôt que la bataille venait de commencer. Elle n'était pas prête. Pas encore. Mais Marc, lui, ne lui laissait pas le choix. Dans les documents joints, elle découvrit les premières démarches officielles du divorce. Il ne s'agissait pas d'une procédure amiable. Non. Marc avait engagé un cabinet d'avocats réputé pour sa dureté, connu pour défendre des dirigeants d'entreprise dans des affaires de séparation coûteuses. L'intention était claire dès les premières lignes: réduire Élise à un rôle secondaire, minimiser sa place dans leur histoire, la priver de toute reconnaissance financière ou symbolique. Il osait soutenir noir sur blanc que la fortune qu'il avait bâtie relevait exclusivement de ses compétences, de ses efforts, de sa vision. Aucune mention de leurs premières années à deux, de leurs nuits sans sommeil, des repas qu'elle sautait pour qu'il puisse investir un peu plus dans ses premiers développements. Il ne parlait pas de l'héritage qu'elle avait vendu, une vieille maison familiale dans la Drôme, pour couvrir les frais de constitution de l'entreprise. Il ne parlait pas de la voiture qu'elle avait mise à son nom pour lui permettre de se rendre au rendez-vous d'investisseurs. Tout cela était effacé, ignoré, comme si sa présence n'avait jamais existé. Mais ce n'était pas tout. Les clauses ajoutées par les avocats de Marc étaient si injustes qu'Élise dut relire plusieurs fois pour y croire. Aucune pension, aucune compensation, aucune part dans l'entreprise. Pire, ils exigeaient qu'elle libère la maison dans un délai de 2 mois, prétextant qu'elle appartenait à une SCI dont Marc était le seul actionnaire. Le document, froid et clinique, était un coup de poignard déguisé en procédure légale. Et au fond, ce qui la blessait autant que l'humiliation, c'était la certitude que Marc avait planifié cela bien avant son départ. Il avait préparé le terrain, protégé ses actifs, modifié les statuts de son entreprise, mis en place des montages financiers pour la faire disparaître du paysage. Élise, dans sa confiance aveugle, n'avait jamais demandé de garantie, jamais exigé de reconnaissance écrite. Elle croyait que l'amour suffisait, elle croyait qu'un mariage reposait sur la loyauté, que les sacrifices se faisaient à deux. Elle se rendait compte maintenant que pour Marc, leur relation avait été une étape, un tremplin, quelque chose à honorer tant qu'elle servait ses intérêts, puis à éliminer dès qu'elle devenait encombrante. Face à cette trahison nouvelle, Élise sentit quelque chose se briser définitivement en elle. Ce n'était pas la tristesse ni la colère brute, c'était un mélange d'incrédulité et de lucidité froide. Elle comprenait enfin à qui elle avait réellement été mariée. L'homme qui l'avait quittée avec une lettre sur le lit n'était pas un mari perdu ou confus, mais un stratège. Un homme qui, depuis des mois, avait réécrit leur histoire dans l'ombre pour en sortir seul vainqueur. Il ne voulait pas seulement partir. Il voulait effacer toute trace d'elle dans sa réussite. Elle prit rendez-vous avec un avocat spécialisé en droit familial. Maître Renaud était un homme posé, méthodique, qui avait vu passer des dizaines d'histoires semblables. Mais en écoutant Élise, il comprit rapidement que celle-ci n'était pas une affaire ordinaire. Elle ne venait pas réclamer vengeance ou revanche, mais justice. Elle apporta avec elle une première pochette de documents, copies de virements bancaires, courriels échangés avec Marc à l'époque de la création de l'entreprise, relevés de vente du bien familial utilisé pour financer le démarrage. Chaque pièce parlait pour elle, posait les bases d'une histoire bien différente de celle que Marc avait présentée. Renaud fut frappé par la précision des informations, la clarté des dates, la cohérence du récit. Il lui demanda alors de reconstituer, étape par étape, les premières années de la société. Élise accepta, bien décidée à ne pas laisser son rôle être effacé. Elle passa des heures à fouiller ses archives personnelles, à relire d'anciens messages, à imprimer des factures, des reçus, des notes manuscrites. Elle retrouva même un vieux carnet dans lequel Marc avait griffonné les premières ébauches de son projet, carnet qu'il lui avait offert comme remerciement pour son soutien indéfectible. Plus elle avançait, plus elle comprenait l'ampleur du travail à mener. Mais une chose la guidait, la volonté de rétablir la vérité. Pas seulement pour elle, mais pour toutes les femmes qui, comme elle, avaient cru au partage, à la construction commune, et s'étaient retrouvées évincées sans ménagement. Elle n'en parlait à personne, elle refusait d'exposer sa douleur sur la place publique. Elle se concentrait méthodiquement sur ce dossier qui deviendrait son bouclier. Pendant ce temps, Marc poursuivait sa vie sans le moindre remords apparent. Des photos de lui avec Camille commencèrent à circuler dans les médias spécialisés.
Il apparaissait lors de soirées de lancement, de conférences sur l'innovation, toujours souriant, toujours entouré. La presse vantait son génie, son audace, son flair. Personne ne mentionnait Élise. Elle avait disparu du récit public comme elle avait disparu du sien. Mais derrière cette façade impeccable, Marc ne se doutait pas que son plan si méticuleusement orchestré allait bientôt rencontrer une résistance qu'il n'avait pas anticipée. Élise n'était pas restée figée dans la douleur. Elle construisait, dans l'ombre, un contre-récit solide, irréfutable. Elle n'avait peut-être pas son réseau, ni sa fortune, ni son arrogance. Mais elle avait la vérité. Et surtout, elle n'avait plus rien à perdre. Car une fois qu'on a tout perdu, il ne reste que la dignité. Et cette dignité, Élise était bien décidée à la défendre jusqu'au bout. La première fois qu'Élise vit une photo de Marc et Camille dans les médias, ce fut presque par hasard. Un article anodin partagé sur les réseaux sociaux par une ancienne collègue, accompagné d'un commentaire neutre sur la croissance impressionnante de l'entreprise de Marc. Curieuse malgré elle, Élise cliqua. Elle tomba sur un portrait flatteur de Marc, souriant en costume, tenant Camille par la taille devant une voiture de luxe. L'image illustrait un reportage sur les jeunes patrons à succès, les nouveaux visages de l'innovation française. Camille y était décrite comme sa nouvelle collaboratrice essentielle, une communicante brillante, élégante et moderne. Nulle mention d'Élise, aucune allusion à la vie qu'ils avaient partagée. Elle n'existait plus. Dans les semaines qui suivirent, les publications se multiplièrent. Les photographes semblaient toujours à l'affût de la prochaine sortie mondaine du couple. Ils étaient partout, sur les tapis rouges, dans les tribunes d'un tournoi de tennis, à la sortie d'un restaurant étoilé à Paris. Chaque cliché semblait dire la même chose. Ils étaient heureux, accomplis, parfaitement assortis. Élise, quant à elle, se retrouvait confrontée à ce flot d'images à chaque coin d'Internet. Même en tentant de les éviter, elle finissait toujours par apparaître, sur un fil d'actualité, dans un message, à la une d'un magazine économique. Elle n'était pas seulement abandonnée, elle était effacée puis remplacée, et cela sous les yeux de tous. Au début, Élise essayait de garder la tête haute. Elle ne répondait pas aux questions, ne réagissait à aucun commentaire. Elle croyait encore que le silence était une forme de force. Mais peu à peu, la cruauté de la situation devint insupportable. Certains amis communs commencèrent à s'éloigner, sans explication. Des invitations cessèrent d'arriver. Les regards dans la rue, dans les cafés, même dans la salle des professeurs du lycée, semblaient changer. On la plaignait, on murmurait à son passage. Parfois même, certains se permettèrent des conseils qu'elle n'avait pas demandés. « Tu devrais tourner la page. Il vaut mieux pour toi. Tu mérites quelqu'un qui t'aime vraiment. » Chacune de ces phrases, prononcée avec la meilleure des intentions, était une gifle supplémentaire. Le pire fut lorsqu'un blog à sensation publia un article intitulé « La nouvelle muse de la tech, Camille Moutier, l'arme secrète de Marc Delattre ». L'article insinuait que la jeune femme avait été la véritable inspiration du succès de l'entreprise, qu'elle avait su canaliser le potentiel de Marc et l'accompagner vers les sommets. Élise lut ces lignes avec une rage froide. Elle connaissait la vérité. Elle savait ce qu'il avait fallu de sacrifices, de nuits sans sommeil, de renoncements personnels pour que cette entreprise voie le jour. Elle en connaissait chaque fondement, chaque faille, chaque victoire obtenue au prix de son propre silence. Mais elle comprit aussi à ce moment-là que le monde n'attendait pas la vérité. Le monde préférait les histoires lisses, les récits brillants, les couples parfaits. Elle, dans cette narration-là, n'avait pas sa place. Elle devenait une parenthèse embarrassante, une première épouse dont on ne parle pas, une silhouette floue dans le rétroviseur d'un succès flamboyant. Et pourtant, au lieu de céder à l'amertume, Élise prit une décision. Elle ne se laisserait pas définir par ce que les autres voyaient ou ne voyaient pas. Elle ne deviendrait pas l'ombre d'un récit mensonger. Elle allait se battre, pas pour regagner Marc, elle n'en voulait plus, mais pour que son histoire soit reconnue, pour que sa contribution soit visible, pour que sa dignité reste intacte. Ce fut à ce moment-là qu'elle cessa d'attendre. Elle arrêta de lire les articles, de regarder les photos, de chercher des explications dans les regards des autres. Elle concentra son énergie sur la préparation du dossier avec Maître Renaud. Ensemble, ils commencèrent à organiser les pièces, à établir une chronologie précise, à identifier les failles juridiques dans la stratégie de Marc. Élise, désormais, ne réagissait plus émotionnellement. Elle travaillait, elle documentait.
Elle bâtissait une défense, pierre par pierre, avec la rigueur d'un professeur et la ténacité d'une femme qui n'avait plus rien à prouver à personne. Pourtant, la pression sociale continuait. Les réseaux s'en mêlaient. Certaines personnes s'étonnaient qu'elle n'ait pas encore quitté la maison. D'autres insinuaient qu'elle profitait de la situation. Un ancien collègue de Mark publia même une tribune soutenant la vision de l'entrepreneur, qualifiant Élise de frein émotionnel dans sa trajectoire. Ce texte, lu des milliers de fois, fut partagé par plusieurs figures publiques du milieu des affaires. Encore une fois, elle n'existait que dans les marges, comme un obstacle, un échec, une faute de jeunesse. Mais Élise tenait bon. Elle comprit que son silence n'était pas de la faiblesse, mais une forme de résistance. Elle refusa de répondre publiquement. Elle n'accorda aucune interview. Elle ne se lança pas dans une guerre médiatique. Ce n'était pas son style, ni son objectif. Ce qu'elle voulait, c'était que la justice parle, et elle savait que ce jour viendrait. Dans cette période de solitude renforcée, elle trouva du réconfort dans les choses simples, les livres qu'elle avait longtemps négligés, les promenades dans les rues de Lyon à l'aube, les cours qu'elle reprit avec une intensité nouvelle. Ses élèves remarquèrent ce changement. Elle n'était plus seulement leur professeur, elle était devenue une femme debout dans la tempête, une figure de force tranquille. Ils ne connaissaient pas les détails, mais ils percevaient la transformation. Élise retrouvait peu à peu ce qu'on avait tenté de lui voler, elle-même. Et tandis que Mark s'enfonçait dans les projecteurs, entouré de faux sourires et d'applaudissements creux, Élise se préparait, en silence, avec patience. Elle n'avait pas besoin de lumière, elle avait la vérité. Et bientôt, le moment viendrait où cette vérité ne pourrait plus être ignorée. Lorsque Maître Renaud suggéra à Élise de rassembler tout ce qu'elle possédait concernant la création de l'entreprise de Mark, elle ne comprit pas immédiatement l'ampleur de la tâche. Elle pensait aux documents habituels, quelques relevés bancaires, des échanges de courriels, peut-être une ou deux factures. Mais très vite, elle réalisa que sa mémoire, longtemps reléguée au second plan par la douleur, conservait un nombre impressionnant de détails qu'elle n'avait jamais jugés importants, mais qui, mis bout à bout, racontaient une toute autre histoire que celle propagée par Mark et ses avocats. Pendant plusieurs semaines, Élise transforma le bureau de la maison en véritable centre d'archives. Elle classa, annota, numérota. Elle fouilla de vieilles boîtes, relut d'anciens carnets de notes, parcourut ses messageries, ses relevés bancaires, ses photographies numériques, même les anciens billets d'avion qu'ils avaient utilisés à l'époque pour aller rencontrer les premiers partenaires de Mark. Elle retrouva les captures d'écran de transferts financiers entre son compte personnel et celui de Mark, y compris les fonds issus de la vente de la maison de sa grand-mère à Dieulefit, vendus précisément pour injecter du capital dans la phase de lancement du projet. Chaque document prenait la forme d'un morceau de puzzle. Chaque note manuscrite, chaque SMS conservé, chaque reçu négligé devenait une preuve tangible de sa présence, de son rôle, de son engagement. Et au fur et à mesure qu'elle organisait ces éléments, Élise sentait croître en elle une détermination différente, presque clinique. Ce n'était plus une question de trahison ou d'émotion. Il s'agissait désormais d'un travail de vérité. Maître Renaud venait chaque semaine pour passer en revue les nouveaux éléments. Il était d'un calme imperturbable, mais plus les preuves s'accumulaient, plus il montrait des signes d'étonnement. Il confia un jour à Élise que rarement il avait vu un dossier aussi solidement étayé par une partie qui, au départ, semblait désavantagée. Ensemble, ils bâtirent une chronologie méticuleuse, allant de la genèse de l'idée de Mark jusqu'aux derniers ajustements des statuts juridiques de l'entreprise. Ce qu'ils mirent à jour dépassait même les attentes initiales d'Élise. Plusieurs documents internes faisaient apparaître son nom comme participant informel aux premières décisions, bien que jamais officialisé dans les actes fondateurs. Plus frappant encore, elle retrouva dans une boîte de lettres ancienne une copie d'un contrat de prestation rédigé par un consultant externe que Mark avait engagé pour une mission ponctuelle. Dans ce document figurait une clause évoquant les directives de Madame Élise Fournier, preuve indirecte mais forte de son implication opérationnelle dans les premiers mois du projet. Personne, à l'époque, n'avait songé à effacer ce détail. Personne ne s'était douté qu'un jour, cette ligne deviendrait cruciale. Élise demanda également à Maître Renaud s'il était possible d'inclure des témoignages dans le dossier. L'avocat acquiesça, mais précisa qu'ils devraient être solides et parfaitement circonstanciés.
Élise pensa alors à deux anciennes amies qu'elle et Marc avaient accueillies pendant 1 an dans leur maison, alors qu'elles montaient, elles aussi, un projet entrepreneurial. Ces deux femmes avaient vu de leurs propres yeux la manière dont Élise épaulait Marc, dont elle corrigeait ses présentations, reformulait ses argumentaires, organisait ses premiers événements. L'une d'elles, aujourd'hui à la tête de sa propre entreprise, accepta de rédiger une lettre détaillée, attestant de l'importance d'Élise dans le lancement de la société. Mais c'est un autre témoignage, inattendu, qui apporta une profondeur nouvelle au dossier. Un ancien assistant de Marc, contacté par Élise via un message prudent, répondit quelques jours plus tard en lui proposant un rendez-vous discret. Ils se retrouvèrent dans un café de la Presqu'île, un matin de semaine. L'homme, la cinquantaine, semblait nerveux, mais déterminé. Il expliqua à Élise qu'il avait été profondément choqué par la manière dont Marc l'avait traité lors de son licenciement et qu'il avait conservé, par précaution, une copie de plusieurs échanges internes de l'époque. Parmi eux, un courriel particulièrement compromettant dans lequel Marc reconnaissait en privé que sans Élise, rien de tout cela n'aurait vu le jour, elle a porté ce projet quand moi je doutais encore. Ce message fut une révélation. Non seulement il reconnaissait son rôle, mais il montrait aussi une lucidité que Marc n'aurait jamais assumée publiquement. L'ancien assistant accepta de témoigner sous anonymat, ce qui restait possible dans certaines procédures françaises, tant que le témoignage pouvait être corroboré par d'autres preuves. Maître Renaud fut enthousiaste à la réception du document, le considérant comme une pièce centrale du futur procès. Peu à peu, le dossier d'Élise prit une ampleur inattendue. Il ne s'agissait plus simplement de défendre une part d'un patrimoine, mais de remettre en cause la version officielle d'un succès qui n'avait jamais été aussi solitaire que Marc voulait le faire croire. L'homme qui paraissait invincible dans les médias, qui posait avec aisance dans les salons d'affaires, avait bâti une partie de son empire sur une contribution qu'il avait tenté d'effacer. Ce que préparait Élise, c'était plus qu'un dossier juridique. C'était un rappel que la vérité finit toujours par laisser des traces, même dans les recoins les plus discrets des histoires réécrites. Ce que Marc ignorait encore, c'est qu'en croyant avoir tout contrôlé, il avait sous-estimé la mémoire des détails, la résilience du silence, la rigueur d'une femme qu'il pensait brisée. Élise n'était pas venue se venger. Elle voulait que le monde sache. Elle voulait que, dans ce monde où les apparences régnaient, les faits reprennent enfin leur place. Marc Delattre n'était pas un homme habitué à perdre. Depuis les débuts de son ascension, il avait toujours su anticiper les mouvements, neutraliser les obstacles et transformer les crises en opportunités. Cette confiance, presque arrogante, s'était renforcée avec les années et les succès accumulés. Dans son esprit, le divorce avec Élise n'était qu'un désagrément mineur à régler rapidement, un épisode de sa vie passée qu'il croyait pouvoir clôturer avec un minimum de bruit. Il n'avait pas anticipé la résistance. Il n'avait pas prévu que la femme qu'il avait quittée sans ménagement relèverait la tête, rassemblerait les preuves et bâtirait une stratégie redoutable. Dans les coulisses, il s'imaginait encore maître du jeu. Entouré d'une équipe juridique aguerrie, il dirigeait les réunions comme s'il s'agissait d'un lancement de produit. Il exigeait des délais courts, des conclusions claires et des marges de manœuvre qui le mettaient à l'abri de toute condamnation. À ses avocats, il répétait que l'affaire devait être bouclée rapidement. Il parlait d'Élise comme d'un simple contretemps. Mais à mesure que les audiences préliminaires se rapprochaient, les premiers signes de tension commencèrent à apparaître dans son entourage professionnel. Un jour, au siège de son entreprise, il convoqua 3 anciens collaborateurs clés qui avaient été présents dans les premiers mois de la société. Il leur demanda de produire des déclarations certifiant qu'Élise n'avait jamais participé à la gestion, aux finances, ni à la prise de décisions stratégiques. 2 d'entre eux hésitèrent, mais finira par céder, intimidé par l'atmosphère, par le pouvoir de Marc et par la promesse implicite de retour d'ascenseur. Le 3e, en revanche, refusa. Il s'appelait Loïc Bernet et il avait été chargé du développement opérationnel au moment même où Élise participait activement à l'élaboration des premiers partenariats. Son refus, d'abord discret, devint un acte de résistance majeur lorsqu'il décida, de son propre chef, de contacter l'avocat d'Élise. Loïc demanda à rencontrer Maître Renaud dans un cadre strictement confidentiel. Lors de leur entrevue, il déclara qu'il avait gardé des copies personnelles de certains documents de travail où figurait clairement la participation d'Élise, des courriels, des comptes rendus de réunions,
des notes internes où elle apparaissait comme partie prenante. Il expliqua également que Marc lui avait explicitement demandé de nier ses faits s'il était appelé à témoigner. Ce fut le tournant. Les documents remis par Loïc renforcèrent de manière décisive le dossier déjà fourni par Élise. Mais plus encore, ils mirent en lumière une stratégie de manipulation active orchestrée par Marc. Cette tentative d'altération de la vérité aux yeux de la justice représentait une faute grave. Elle démontrait non seulement une volonté de tromper le tribunal, mais aussi une absence totale de scrupules dans la gestion de la procédure. Maître Renaud, habituellement mesuré, fut catégorique. C'était une erreur que Marc allait payer cher. Élise, lorsqu'on lui présenta les nouveaux éléments, resta silencieuse un long moment. Elle ne se réjouissait pas. Ce n'était pas une victoire, c'était un soulagement amer. La confirmation que ce qu'elle avait pressenti depuis des mois était exact. Marc n'était pas seulement indifférent, il était prêt à tout pour l'effacer, y compris à manipuler la vérité. Ce constat renforça sa détermination. Elle poursuivit son travail de documentation avec plus de rigueur encore, prête à affronter les étapes suivantes avec une conscience aiguë de ce qu'elle représentait désormais. Pendant ce temps, Marc continuait à afficher une confiance insolente en public. Il participait à des conférences, signait de nouveaux partenariats, annonçait des investissements. Mais en coulisses, les premières tensions apparaissaient. Camille, sa compagne, semblait s'éloigner. Les discussions devenaient plus courtes, les silences plus lourds. Elle posait des questions qu'il évitait. Elle voulait comprendre pourquoi le divorce s'enlisait, pourquoi les avocats parlaient de documents compromettants, pourquoi il paraissait soudain si préoccupé. Marc minimisait, comme toujours. Il assurait que tout était sous contrôle, que le juge n'accorderait aucune importance à des souvenirs flous, à des courriels anciens. Il parlait de stratégie, de tactique, comme s'il s'agissait d'une partie d'échecs. Mais ce qu'il ignorait ou refusait de voir, c'est que la partie avait déjà changé de terrain. Ce n'était plus une question de droit uniquement. C'était une question de preuve, de vérité et de volonté. Et sur ce terrain-là, Élise était en train de le dépasser. Le comportement de Marc devint plus nerveux. Il exigea que ses avocats accélèrent les procédures, envoya des courriels pressants, convoqua des réunions d'urgence, mais il ne put empêcher les fuites. Des rumeurs commencèrent à circuler dans le milieu des affaires. On parlait d'un divorce compliqué, d'un dossier en train de basculer. Certains investisseurs s'inquiétèrent, demandèrent des garanties. Le conseil d'administration convoqua une session extraordinaire. Marc, pour la première fois depuis des années, sentit le sol se dérober légèrement sous ses pieds. L'erreur qu'il avait commise en tentant de manipuler des témoignages n'était pas seulement une faute juridique. C'était un acte de faiblesse, un signe que, malgré toute son assurance, il avait peur. Peur de perdre, peur d'être démasqué, peur qu'Élise, qu'il avait cru dominer, prenne enfin le dessus. Et cette peur, il ne pouvait plus la masquer. Au même moment, Élise, plus discrète que jamais, avançait. Elle ne cherchait pas à humilier, mais à rétablir. Elle ne voulait pas gagner par vengeance, mais par légitimité. Et chaque nouvelle pièce, chaque nouveau témoignage, chaque erreur de Marc ne faisait que renforcer la justesse de son combat. La veille d'une nouvelle audience, Élise se tenait dans le salon de sa maison, entourée de piles de dossiers soigneusement classés, chaque pièce numérotée, chaque témoignage authentifié. À ses côtés, Maître Renaud relisait calmement la chronologie du dossier qu'ils allaient présenter devant la cour. L'atmosphère n'était pas celle d'un combat à venir, mais d'une exécution méthodique. Il n'y avait ni empressement, ni euphorie, juste la concentration de ceux qui savent que la vérité, quand elle est suffisamment préparée, n'a besoin d'aucun effet dramatique pour faire son travail. Marc, de son côté, continuait de croire qu'il avait la situation en main. Malgré les signes croissants de fragilité autour de lui, il persistait à sous-estimer Élise. Son entourage, composé de juristes coûteux, de communicants surentraînés et de conseillers d'image, s'efforçait de maintenir la façade intacte. Il n'avait pas conscience que le plan soigneusement conçu depuis des mois par son ex-femme et son avocat avait déjà commencé à percer les murs de sa stratégie. Il pensait qu'Élise allait jouer selon les règles qu'il avait imposées. Il ne savait pas qu'elle avait choisi une autre voie, celle de la précision, de la patience et du silence maîtrisé. La nouvelle stratégie, élaborée discrètement par Maître Renaud à partir des témoignages inespérés obtenus de Loïc et des autres, reposait sur une combinaison redoutable de preuves factuelles et de récits personnels validés.
chaque élément renforçait l'autre. Les documents démontraient l'implication directe d'Élise dans les premières années de l'entreprise, tandis que les témoignages confirmaient que cette implication n'avait jamais été accidentelle, mais bien structurelle. Le tout formait une trame cohérente et imparable qui réduisait à néant la version que Marc s'évertuait à maintenir. Et Élise, en apparence, restait inchangée. Aux yeux du monde extérieur, elle menait une vie discrète, presque effacée. Elle continuait d'enseigner, de fréquenter les mêmes cafés, de marcher seule dans les rues de Lyon, sans donner l'impression qu'un orage se préparait. Elle ne parlait à personne du dossier, refusait toujours les sollicitations de journalistes, ignorait les publications qui encensaient encore Marc comme l'archétype du self-made man français. Mais derrière cette tranquillité se cachait une volonté de faire, alimentée par chaque injustice, chaque humiliation subie, chaque silence imposé. Un matin, Maître Renaud l'informa qu'un rapport confidentiel circulait déjà dans les cercles juridiques autour de la cour. Le nom d'Élise apparaissait désormais dans les discussions, non plus comme la femme abandonnée, mais comme celle qui préparait une offensive judiciaire inédite. Des confrères curieux demandaient à voir les pièces, cherchaient à comprendre comment une enseignante, sans équipe ni fortune, pouvait tenir tête à un empire. La réponse était simple, elle avait le temps, elle avait la mémoire et elle avait surtout la vérité. Face à cette montée de tension silencieuse, Marc réagit comme il le faisait toujours, en intensifiant le contrôle. Il fit rappeler des collaborateurs pour affiner les déclarations, exigea une révision complète des statuts de l'entreprise et ordonna à ses communicants d'anticiper tout scénario médiatique défavorable. Il ne comprenait pas encore que le danger ne venait pas d'une attaque publique, mais d'un procès mené avec une froideur chirurgicale. Il continuait de jouer sur le terrain de l'image, alors qu'Élise jouait sur celui des faits. Le changement de ton dans ses échanges avec ses avocats se fit sentir. Les certitudes laissaient place à des questions, les certitudes devenaient hypothèses. Camille, jusqu'alors omniprésente, prenait de la distance. Des partenaires commerciaux, alertés par les rumeurs persistantes autour du procès, commencèrent à exprimer des réserves. L'image de Marc, si brillante quelques mois plus tôt, commençait à montrer des fissures. Rien de spectaculaire, mais suffisamment pour semer le doute. Élise, elle, gardait le cap. Avec Maître Renaud, elle prit la décision de ne dévoiler l'intégralité du dossier qu'au moment opportun, lors de l'audience principale. Jusqu'alors, seules les pièces nécessaires aux procédures préliminaires avaient été transmises. Le reste était conservé avec le plus grand soin. Cette stratégie permit de contenir toute tentative d'anticipation de la défense adverse. Marc croyait encore pouvoir piloter la narration. Il ignorait que ce qu'il percevait comme de l'inaction était en réalité un mouvement parfaitement calculé. La veille de l'audience, Élise se rendit une dernière fois dans la maison de son enfance, à quelques kilomètres de Valence. Elle y retrouva les restes d'une époque révolue, les livres de sa mère, les meubles en bois massif, l'odeur familière des étés passés entre les murs de pierre. Elle resta plusieurs heures à relire les lettres de jeunesse, les photos oubliées, les dessins qu'elle avait faits adolescente. Ce n'était pas une fuite, ni une pause. C'était une manière de se rappeler d'où elle venait, de ce qu'elle avait déjà traversé, de ce qu'il avait construit bien avant Marc. Elle repartit au petit matin, le regard clair, la voix posée. Elle ne ressentait ni peur ni triomphe. Ce qu'elle portait désormais, c'était la conscience aiguë que ce procès n'était pas une revanche, mais une réparation. Elle n'en attendait pas des excuses, encore moins de la reconnaissance. Elle voulait simplement que la vérité soit dite, dans sa totalité, devant ceux qui avaient le pouvoir de la faire valoir. Et quand elle retourna à Lyon, elle savait que le moment approchait, que chaque silence gardé jusqu'à présent, chaque document collecté avec minutie, chaque décision prise dans l'ombre, allait enfin converger, non pas pour frapper, mais pour restaurer ce qui avait été bafoué. Marc, dans sa tour d'ivoire, ne comprenait pas encore que le véritable pouvoir n'est pas dans les projecteurs, mais dans la constance de ceux qui n'abandonnent jamais. Le matin du procès, la ville semblait figée dans une attente lourde. Le tribunal de Lyon, bâtiment austère et solennel, accueillait ce jour-là une audience que beaucoup attendaient avec un mélange d'impatience et de curiosité. Le nom de Marc Delattre avait suffi à attirer l'attention des journalistes économiques, des blogueurs influents et de quelques curieux. Depuis plusieurs semaines déjà, des murmures circulaient sur la teneur du dossier,
sur les implications juridiques d'une affaire qui opposait une figure majeure du secteur technologique à son ex-épouse, jusqu'ici inconnue du grand public. Ce jour-là, les bancs du public étaient presque pleins, et même certains avocats, pourtant extérieurs au dossier, s'étaient déplacés pour observer. Marc arriva en avance. Costume sur mesure, posture assurée, il descendit de la voiture accompagné de Camille et de 2 de ses avocats. Il salua brièvement quelques journalistes, leur adressant des sourires maîtrisés. Camille, quant à elle, semblait plus réservée. Depuis quelques semaines, elle avait compris que l'image publique de Marc n'était peut-être pas aussi solide qu'elle ne le pensait. Ses questions étaient devenues plus précises, ses silences plus fréquents. Elle le suivait ce jour-là, plus par devoir que par certitude. Élise, elle, entra seule. Elle portait un tailleur sobre, ses cheveux attachés, ses yeux déterminés. Dans sa main, une mallette de cuir contenant tous les documents rassemblés au cours des derniers mois. Elle ne salua personne, ne répondit à aucun regard. Elle s'avança calmement vers la salle d'audience, s'installa à la table réservée aux plaignants et échangea un hochement de tête avec Maître Renaud, déjà installé à ses côtés. Il ne dit rien. Il n'avait pas besoin de mots. Tout avait déjà été dit, relu, validé. Lorsque la juge entra, le silence se fit immédiatement. Femme d'une 50aine d'années, au regard précis et au ton neutre, elle prit place sans détour. Elle commença par rappeler les faits. La demande de divorce, les contestations soulevées, les revendications formulées par les 2 parties. Elle lut à voix haute les déclarations préliminaires, les pièces transmises par les avocats, et annonça que les témoignages seraient entendus dans la journée. À cet instant, Marc afficha une assurance presque provocatrice. Il croisa les jambes, jeta un regard furtif à Élise, comme pour rappeler qui dominait la situation. Mais elle ne tourna même pas la tête. Le premier témoignage fut celui de Loïc Bernet. Appelé à la barre, il s'exprima d'une voix calme et posée. Il expliqua son rôle au sein de l'entreprise, les débuts difficiles, les réunions informelles tenues dans la maison d'Élise, sa participation constante aux décisions, ses contributions aux présentations, aux stratégies de lancement. Il évoqua aussi les moments de doute de Marc et comment Élise, bien que jamais officiellement nommée, était au cœur des actions quotidiennes. Lorsqu'on lui demanda pourquoi son nom n'apparaissait pas dans les statuts de l'entreprise, il répondit sans hésiter que cela relevait d'un choix délibéré de Marc, qui souhaitait garder un contrôle total. Les mots pesaient, mais c'étaient les documents annexés qui eurent le plus d'effet. L'un après l'autre, les courriels, les notes, les rapports contenant les commentaires d'Élise furent présentés. La juge, attentive, en prit connaissance sans interrompre. Le silence dans la salle était absolu. Puis ce fut au tour de Maître Renaud de produire les preuves financières. Il démontra, factures à l'appui, que l'héritage immobilier d'Élise avait été utilisé pour financer les premières dépenses de l'entreprise. Il présenta les relevés bancaires, les actes de vente, les virements croisés. L'ensemble formait un enchaînement irréfutable. Marc, jusqu'alors confiant, changea d'attitude. Il échangea des regards nerveux avec ses avocats qui commençaient à consulter frénétiquement leur dossier. Camille, assise derrière lui, gardait désormais les yeux fixés sur le sol. Les mots de Loïc, les preuves présentées, tout semblait fissurer l'édifice qu'elle avait cru solide. Élise, de son côté, ne montrait aucune jubilation. Elle écoutait, notait parfois, restait droite, concentrée. Lorsqu'elle fut appelée à témoigner, elle se leva sans hésiter. Sa voix, lorsqu'elle parla, était posée, ferme. Elle raconta son parcours, son métier d'enseignante, les débuts de l'entreprise, les soirées passées à corriger les discours de Marc, les sacrifices consentis sans jamais rien exiger en retour. Elle ne pleura pas, ne trembla pas. Elle raconta les faits, rien que les faits. La juge lui posa plusieurs questions. Élise répondit avec la précision d'une femme qui avait préparé chaque détail. Elle ne chercha ni à attendrir, ni à impressionner. Elle voulait simplement que la réalité soit entendue. L'avocat de Marc tenta une série de questions pour discréditer son rôle, mais se heurta à la solidité des pièces présentées. Chaque tentative de fragilisation se retourna contre lui. La salle, jusqu'alors neutre, semblait peu à peu pencher du côté d'Élise. Non par émotion, mais par évidence. Enfin, lorsque le dernier témoin fut entendu, un comptable externe ayant croisé Élise lors des premières démarches administratives de l'entreprise, la juge annonça une suspension avant de rendre sa décision dans les jours suivants. En quittant la salle, Marc ne salua personne.
Il sortit rapidement, évitant les photographes, le regard fermé. Camille resta quelques instants, hésitante, puis le suivit sans un mot. Élise, elle, resta assise encore quelques minutes. Elle reprenait ses papiers, méthodiquement, avec la même rigueur qu'elle avait tenue depuis le début. Lorsqu'elle quitta le tribunal, le vent avait levé les feuilles des platanes dans la cour. Elle marcha lentement vers la sortie, croisant quelques regards mais n'en retenant aucun. Elle savait que ce n'était pas encore fini, mais elle savait aussi que le plus dur avait été fait. Elle n'avait pas crié, elle n'avait pas cédé. Elle avait simplement montré, point par point, que derrière l'image de réussite, il y avait une vérité que personne n'avait voulu voir. Et cette vérité, désormais, ne pouvait plus être ignorée. 3 jours après l'audience, Élise reçut un appel de Maître Renaud. Sa voix habituellement calme contenait une tension inhabituelle, presque une vibration de prudence. Il lui demanda de passer à son cabinet sans délai, évoquant la réception d'un élément nouveau, transmis de manière anonyme mais vérifiable. Élise ne posa pas de questions. Elle prit ses affaires et quitta immédiatement son domicile. L'air frais de l'automne semblait plus tranchant ce matin-là, comme si le monde retenait son souffle une seconde fois. En entrant dans le bureau, elle trouva Renaud assis devant une pile de documents, un dossier beige grand ouvert devant lui. Sans un mot, il lui désigna une chaise, referma calmement la porte et sortit un document plastifié. Il le posa devant elle. C'était une copie d'un ancien contrat, daté de presque une décennie, signé par un des premiers investisseurs de l'entreprise de Marc. Élise lut rapidement les premières lignes, puis s'arrêta brusquement. Son nom y figurait, noir sur blanc, en tant que collaboratrice fondatrice non actionnaire en charge de la coordination initiale et de la gestion de projet. Elle n'en croyait pas ses yeux. Ce document, elle n'en avait jamais eu connaissance. Elle regarda Renaud qui hocha la tête, grave. Le contrat avait été retrouvé parmi des archives transmises anonymement par un ancien employé du cabinet comptable de Marc. Une note manuscrite, jointe à l'enveloppe, précisait que le contrat avait été volontairement écarté lors de la constitution définitive des statuts, sur ordre direct de Marc, qui voulait éviter de créer une obligation morale ou financière envers Élise. Le choc passé, Élise relut chaque mot. Ce contrat ne prouvait pas seulement qu'elle avait été impliquée dans le projet dès sa genèse. Il établissait de manière indiscutable qu'elle avait été reconnue, même temporairement, comme une pièce essentielle de la structure. Cette mention, bien que non intégrée aux statuts finaux, avait une valeur juridique, car elle démontrait l'intention initiale des parties et les conditions réelles de la création de l'entreprise. Renaud prit alors la parole, posément. Ce document changeait tout. Il permettait de requalifier la position d'Élise non seulement comme contributrice, mais comme cofondatrice informelle. En droit français, cette notion, bien que complexe, ouvrait la porte à une reconnaissance beaucoup plus large que celle d'une simple épouse ou d'une collaboratrice invisible. Cela signifiait qu'au-delà de la moitié des biens du mariage, Élise pouvait prétendre à une part significative des bénéfices, voire à un statut moral et symbolique lié à l'origine même de l'entreprise. Mais ce n'était pas tout. Le même lot de documents contenait un échange de courriels entre Marc et son avocat d'alors, dans lequel il reconnaissait explicitement que la vente d'un bien appartenant à Élise avait servi à couvrir les frais de dépôt de brevets et les premiers loyers de l'espace de coworking où l'entreprise avait débuté. Ces mots, envoyés à un tiers de confiance, contredisaient ouvertement la version qu'il avait présentée au tribunal. Renaud, prudent, décida de convoquer immédiatement une réunion avec le juge pour réintroduire ces éléments au dossier. La loi autorisait cette démarche en cas de découverte de preuves nouvelles et significatives. Le juge accepta d'examiner les documents lors d'une audience complémentaire convoquée en urgence. Marc, informé par ses avocats, tenta de faire barrage à la procédure. Il réclama un délai, contesta l'authenticité des pièces, remit en question leur origine. Mais l'enchaînement des signatures, des adresses, des métadonnées et des éléments convergents rendait toute contestation difficile. Le juge autorisa la présentation complète du lot de documents. Le jour de l'audience exceptionnelle, Élise entra dans la salle avec la même sobriété que lors de la première session. Marc, lui, arborait un visage plus tendu. Camille n'était pas présente. Les journalistes, alertés par des fuites internes, s'étaient installés discrètement dans le fond de la salle, notant chaque détail. Le juge ouvrit la séance en présentant les nouveaux éléments reçus. Renaud exposa la provenance, la cohérence et la véracité des documents.
insistant sur le fait que leur contenu modifiait en profondeur l'évaluation du rôle d'Élise. Marc, interrogé à son tour, refusa de répondre à plusieurs questions. Ses avocats multiplièrent les objections, tentant de retarder l'examen du fond. Mais le juge imperturbable poursuivit. La lecture à voix haute du contrat d'origine, mentionnant Élise comme collaboratrice fondatrice, produisit un effet glacial dans la salle. Un silence s'abattit, comme si chacun mesurait le poids des mots et l'impact de leur officialisation. À cet instant, Élise sentit que le basculement s'opérait. Ce qu'elle savait, ce qu'elle avait vécu, ce qu'elle avait contribué à construire, n'était plus un souvenir privé ni une blessure intime. C'était désormais une donnée officielle, consignée dans les archives judiciaires, reconnue par l'institution même que Marc croyait pouvoir manipuler à sa guise. Elle n'avait pas seulement défendu sa position, elle avait restauré son existence dans une histoire dont on avait voulu la rayer. À la fin de l'audience, la juge annonça que le verdict serait rendu dans un délai plus court que prévu, compte tenu de la clarté des éléments. Marc quitta la salle en évitant tous les regards. Pour la première fois, son arrogance semblait avoir disparu. Il ne dit pas un mot à ses avocats, ni aux journalistes. Il s'engouffra dans une voiture sans chauffeur, claquant la porte derrière lui. Élise, elle, resta quelques minutes encore. Elle regarda les rangées de sièges vides, les murs nus, le banc du juge désormais désert. Elle savait que ce lieu chargé de tension et de douleur venait aussi de devenir le théâtre d'une reconnaissance attendue. Non pas pour flatter son ego, mais pour inscrire dans les faits ce que des années de silence avaient tenté de faire oublier. Le silence régna dans la salle d'audience alors que la magistrate se leva pour prononcer la décision à l'égard des parties. Elle s'était retirée peu après la présentation de tous les témoignages, des documents financiers et du contrat fondateur qui portait le nom d'Élise. Les murs hauts du tribunal semblaient retenir chaque souffle, chaque battement de cœur de ceux qui attendaient. Pour la première fois ce jour-là, l'issue d'un procès ne paraissait pas simplement procédurale. Elle portait sur une reconnaissance profonde, sur une vérité longtemps occultée. L'avocate de Marc avait plaidé en dernier. Elle avait insisté sur le fait que l'entreprise appartenait uniquement à Marc, que les statuts avaient été établis comme tels, convenus sous le régime matrimonial, et que toute participation d'Élise relevait d'un soutien moral ou affectif, mais non d'une implication juridique ou financière. Elle avait présenté des lettres élogieuses sur Marc, des certificats de présence d'Élise à des séminaires, mais rien de concret selon elle quant à un rôle officiel. L'équipe de Marc avait toutefois pâli lorsque les pièces présentées par Élise avaient été dévoilées. Le contrat mentionnant son nom, les virements bancaires provenant de la vente de son bien familial, les courriels internes où elle corrigeait des présentations, les témoignages clés. Tout cela avait pris place dans un dossier que Maître Renaud avait minutieusement composé. Cette fois, il ne s'agissait plus d'une simple demande de compensation pour divorce, mais d'une réclamation de reconnaissance professionnelle et économique. La juge prit la parole d'une voix ferme et mesurée. Elle commença par exposer les faits officiellement retenus. L'engagement d'Élise dans les premières phases de l'entreprise, la documentation qui montrait son intervention active et le contrat apporté en preuve. Elle mentionna que, bien que l'entreprise ait été constituée juridiquement au nom de Marc, les éléments démontraient que sa participation ne se limitait pas à un rôle passif d'épouse. Elle souligna que, selon le droit français, même l'absence de titre ou de mention dans les statuts ne pouvait dissimuler une réalité opérationnelle. La mise en œuvre effective d'une activité équivalente à celle d'un cofondateur peut justifier la reconnaissance de ce statut à titre accessoire, affirma-t-elle. Selon elle, les preuves apportées par Élise faisaient ressortir un tel cas. Le jugement reconnut donc qu'Élise n'était pas seulement épouse et collaboratrice, mais bien cofondatrice informelle de l'entreprise. Ce statut légalistico ouvrait la voie à une part significative des actifs et des bénéfices de l'entreprise, ainsi qu'à une indemnisation pour le préjudice moral subi du fait de sa mise à l'écart, de l'absence de reconnaissance et de l'exposition médiatique négative. La juge décida que Marc devait verser à Élise une somme correspondant à une part équivalente à la moitié des actifs de la communauté progressivement divisée, et que l'entreprise reconnaisse officiellement sa contribution. Le jugement mentionna également une injonction pour que la société révise ses statuts afin de refléter ce changement de reconnaissance,
et que les documents internes indiquant la participation d'Élise soient conservés aux archives de l'entreprise comme éléments de référence. Marc pâlit en entendant ces mots. Il n'arrivait pas à soutenir le regard des parties civiles. Camille ouvrit la bouche sans pouvoir prononcer de mots. Elle semblait désemparée. Les avocats de Marc échangèrent des signes de panique silencieuse. L'entreprise, jusque-là considérée comme invincible, venait de subir un regard légal qui changeait tout. À cet instant précis, Élise serra les dents. Son visage restait impassible, mais ses yeux brillaient d'une lueur que peu avaient vue auparavant. Ce n'était pas de la haine, ce n'était pas du triomphe, c'était la satisfaction discrète d'avoir fait entendre une vérité que personne n'avait voulu entendre. Puis la juge aborda la question de l'indemnisation pour dommage moral. Elle déclara que la retraçabilité médiatique de l'abandon, la diffusion des images du nouveau couple et la transformation de l'image d'Élise en victime sans reconnaissance constituaient un préjudice moral réel. Elle ordonna à Marc de verser une somme fixe à titre de réparation complémentaire, tout en précisant que cette somme ne représentait pas une indemnité pécuniaire de vengeance, mais une forme de réparation symbolique pour le tort subi. Elle indiqua que cette décision avait aussi pour effet de prévenir ce type de situation où des personnes dont l'implication a été occultée se retrouvent exclues du récit. La salle resta silencieuse jusqu'à ce que la juge frappe le marteau. Le bruit résonna dans l'immense voûte de la pièce. La décision était prise. Les avocats commencèrent à rassembler leurs documents. Marc se leva lentement et quitta la salle sans se retourner. Camille le suivit, le visage fermé. Élise resta un moment, puis se leva elle aussi, recueillie. Elle sortit du tribunal sans faire un geste vers les journalistes. Elle marcha. Le poids de l'attente retombait, mais, pour elle, un nouveau chapitre s'ouvrait. Dehors, les caméras l'attendaient. Les flashs crépitaient, mais elle ne s'arrêta pas. Elle se contenta de traverser le parvis avec la tête haute, le cœur apaisé par un travail accompli. Elle n'avait pas cherché à humilier, ni à faire du bruit. Elle avait cherché justice. Et la justice avait parlé. Elle savait que les jours à venir seraient de reconstruction, de renouveau. À l'instant où elle sourit légèrement, elle comprit que cette étape représentait une libération. Non pas seulement financière ou symbolique, mais existentielle. Elle allait désormais vivre selon ses propres termes. Lorsque les premières dépêches tombèrent dans la soirée, le nom d'Élise se plaça aux côtés des grands récits de réparation. La presse commenta que cette affaire pourrait devenir une référence pour d'autres femmes dans des situations similaires. On salua son courage, sa détermination. Mais elle ne chercha aucun titre. Elle voulait simplement revenir à elle-même. Le combat n'était plus contre Marc. Il était contre l'effacement, contre l'injustice silencieuse, contre la négation d'un rôle. Elle avait désormais les clés de son récit. Elle pouvait tourner la page et avancer. Finaux. Les lumières de la ville brillèrent ce soir-là avec une nuance différente pour Élise. Elle savait que le chemin n'était pas fini, mais elle l'avait franchi en gardienne de sa dignité. Dès le lendemain de la décision judiciaire, la nouvelle fit le tour des médias spécialisés, puis atteignit les canaux d'information plus larges. La sentence de la juge, prononcée avec une clarté indiscutable, avait des répercussions bien au-delà du cercle privé de Marc Delattre. Le milieu entrepreneurial, habitué à glorifier son parcours comme celui d'un génie de la technologie, fut contraint de réévaluer ce récit à la lumière des éléments dévoilés au tribunal. Les articles élogieux cédèrent la place à des analyses plus critiques. Des chroniqueurs économiques commencèrent à s'interroger sur l'origine réelle de son succès, sur l'effacement d'Élise et sur la façon dont une entreprise pouvait grandir sur une fondation de déni. Le conseil d'administration de la société convoqua une réunion d'urgence. Plusieurs membres, jusque-là silencieux, exprimèrent ouvertement leurs préoccupations quant à la gestion de Marc. Non seulement il avait tenté de manipuler des témoins, mais il avait aussi exposé l'entreprise à un scandale judiciaire et médiatique d'une ampleur inattendue. Le climat de confiance s'effondrait. Les investisseurs, inquiets des conséquences financières et de l'impact sur l'image de la marque, exigèrent une réponse immédiate. En moins de 72 heures, Marc fut suspendu de ses fonctions de président-directeur général en attendant une révision complète de la gouvernance interne. Ce coup porté à son ego fut plus brutal que toutes les décisions judiciaires réunies. Depuis des années, Marc incarnait l'autorité, le visionnaire, le stratège. Être écarté de sa propre création, même temporairement, revenait à une humiliation publique.
Mais cette fois, il n'y avait plus de contrôle de narration possible. Les faits étaient là, exposés, examinés, vérifiés. Camille, qui l'avait accompagné dans la salle d'audience, avait déjà pris ses distances. Quelques jours après le verdict, elle fit ses valises et disparut de la sphère publique sans laisser d'adresse. Elle ne répondit à aucune sollicitation, laissa Marc seul dans son appartement moderne aux vitres immenses, d'où l'on voyait désormais non pas l'avenir, mais l'effondrement de tout ce qui avait été construit dans le déni. Les jours suivants furent marqués par une série de ruptures. Certains collaborateurs proches démissionnèrent. D'anciens partenaires cessèrent leurs relations commerciales. Des messages d'anciens soutiens, désormais prudents, affirmaient ne pas vouloir être mêlés à cette affaire. Marc tenta de reprendre la main en publiant un communiqué rédigé par son service juridique dans lequel il exprimait son respect pour la décision de justice et sa volonté de tourner la page dans la dignité. Mais ce message fut perçu comme creux, mécanique, et ne réussit qu'à alimenter les critiques sur son manque d'authenticité. Dans les réseaux d'affaires, une transformation discrète s'opérait. Là où autrefois son nom ouvrait toutes les portes, on lui opposait désormais des silences polis, des retours tardifs, des annulations de rendez-vous. Le marché ne tolérait pas l'instabilité, encore moins lorsqu'elle était liée à des fautes morales. Et Marc, pour la première fois, sentait que sa parole ne suffisait plus. Son influence, jadis indiscutable, s'effritait. Ses certitudes se retournaient contre lui. Élise, quant à elle, observait tout cela de loin. Elle n'intervenait pas. Elle ne donnait pas d'interview. Elle ne se réjouissait pas publiquement. Dans le silence de sa maison, elle prenait chaque jour le temps de respirer, de marcher, de retrouver un rythme qui ne dépendait plus d'un agenda imposé ou d'un homme insatiable de reconnaissance. Elle avait refusé plusieurs propositions de maisons d'édition qui souhaitaient publier son histoire. Elle considérait que ce qui avait été dit au tribunal suffisait. Elle n'avait pas besoin de transformer sa douleur en produit. Elle voulait simplement vivre. Dans l'espace qu'elle avait gagné, Élise commença à penser à son avenir avec une lucidité nouvelle. L'argent reçu après le jugement ne représentait pas une revanche, mais un outil. Elle n'en fit pas étalage. Elle consulta un notaire, prit conseil auprès d'un comptable indépendant et structura prudemment ce nouveau capital. Son seul désir était la liberté, celle de ne dépendre de personne, ni financièrement, ni émotionnellement. Elle visita plusieurs régions, examina des possibilités discrètes, loin du tumulte lyonnais. L'impact de l'affaire dépassait toutefois son cercle personnel. Des associations de défense des femmes commencèrent à citer son cas comme un exemple de résilience et de réussite judiciaire. Certaines lancèrent des campagnes pour informer les femmes sur leurs droits dans les entreprises familiales ou les projets conjoints. D'autres utilisèrent l'histoire d'Élise comme support dans des séminaires juridiques. Elle devenait, malgré elle, une figure de référence. Mais elle refusait d'être un symbole. Elle ne voulait pas être figée dans un rôle. Elle voulait continuer à être une femme libre, en mouvement, construisant sa vie selon ses propres termes. Marc, de son côté, tenta de résister. Il investit dans un nouveau projet, tenta de rassembler quelques anciens collaborateurs, mais rien ne reprenait. La confiance, une fois rompue, ne se répare pas facilement, surtout quand elle repose sur des fondations corrompues. Il réalisa peu à peu que ce qu'il avait perdu ne se mesurait pas seulement en part d'entreprise ou en prestige. Il avait perdu le droit de maîtriser l'histoire. Ce droit, il l'avait cédé en essayant de réduire Élise à un rôle secondaire. Il avait sous-estimé sa mémoire, sa patience et surtout sa capacité à résister sans jamais perdre son calme. Élise ne chercha jamais à se venger. Elle n'envoya pas de message. Elle ne répondit pas aux provocations. Elle ne se permit aucun commentaire sur la chute de Marc. Car pour elle, la véritable victoire résidait ailleurs. Elle avait survécu. Elle s'était relevée. Et désormais, elle avançait. Après le jugement, Élise disparut volontairement du paysage médiatique. Elle coupa ses anciens canaux de communication, changea de numéro de téléphone, supprima ses comptes sur les réseaux sociaux. Elle n'avait ni envie ni besoin d'exister dans l'œil public. Ce qu'elle désirait, c'était retrouver un espace où le silence n'était plus synonyme de solitude, mais de paix retrouvée. L'argent obtenu ne fut jamais utilisé comme un étendard. Elle n'acheta ni appartement de luxe ni voiture imposante. Elle prit son temps, consultait peu, observait beaucoup. Elle visitait discrètement des villages dans le sud de la France, longeait des rues anonymes, entrait dans des librairies anciennes, regardait les vitrines sans se faire remarquer. Un jour, à Aix-en-Provence,
Elle tomba sur un petit local abandonné depuis plusieurs mois, situé dans une ruelle calme, ombragée par des platanes. La devanture était modeste, mais elle y vit une structure intacte, un charme oublié. À l'intérieur, la poussière couvrait des étagères en bois massif, et une vieille caisse enregistreuse reposait sur un comptoir. Tout respirait l'abandon, mais aussi une forme de promesse discrète. Élise revint le lendemain, entra en contact avec le propriétaire et fit une offre. 2 semaines plus tard, l'espace lui appartenait. Elle avait trouvé son lieu. Elle se mit au travail sans se presser, choisissant chaque livre, chaque meuble, chaque détail, avec un soin presque artisanal. La librairie ne devait pas être un commerce, mais un lieu de respiration. Elle lui donna un nom simple, sans référence à son passé, sans clin d'œil à son histoire personnelle. Elle voulait que les gens y viennent par amour de la lecture, non par curiosité pour sa vie. Les premiers clients furent des passants, des habitants du quartier, des étudiants en quête de manuels oubliés, des retraités cherchant des romans épuisés. Élise apprenait à connaître les visages, les habitudes, les silences. Peu à peu, une forme de communauté se tissait autour d'elle. Elle ne parlait jamais de Marc. Pour les gens du village, elle était simplement une nouvelle venue, discrète, courtoise, passionnée par les livres. Les seuls à reconnaître son visage étaient les rares touristes qui suivaient encore de loin les échos de l'affaire. Mais même eux hésitaient à l'approcher, car Élise dégageait désormais une tranquillité qui imposait le respect. Elle avait cessé de fuir son passé, non pas parce qu'il ne lui faisait plus mal, mais parce qu'il avait cessé d'avoir le pouvoir de la définir. Ses journées étaient rythmées par les horaires de la boutique, les commandes de clients, les conseils de lecture. Le soir, elle dînait seule, parfois en lisant, parfois en regardant les lumières s'éteindre dans la rue. Elle n'éprouvait pas de manque, ni de besoin d'occupation constante. Elle s'était réconciliée avec le vide. Ce n'était plus une absence, mais un espace dans lequel renaître. Elle retrouva aussi le goût d'écrire, non pas pour publier, mais pour elle-même. Elle tenait un cahier, y notait ses pensées, ses souvenirs, ses projets flous. Elle n'attendait plus rien de l'extérieur. Ce qu'elle construisait désormais lui appartenait pleinement. Certains anciens collègues, ayant appris sa nouvelle vie, lui écrivirent. Des messages sincères, respectueux, sans condescendance. Quelques amis du passé prirent contact, timidement. Elle répondit parfois avec gratitude, mais sans désir de renouer ce qui avait été perdu. Elle n'en voulait à personne. Elle avait compris que chacun agit selon sa peur, son confort, ses limites. Et elle ne voulait plus vivre dans le poids de ce qui aurait pu être. La reconstruction n'était pas un retour en arrière. C'était une autre forme d'avancée. Le calme de sa nouvelle existence fut cependant ponctué par des propositions qui continuaient d'arriver. Des maisons de production voulaient adapter son histoire en film ou en série. Des journalistes proposaient des portraits exclusifs. Des maisons d'édition insistaient pour qu'elle écrive ses mémoires. À toutes, elle répondit non. Elle ne voulait pas transformer sa lutte en divertissement. Elle refusait d'être réduite à un cas, à une héroïne, à une victime magnifiée. Elle avait été une femme trahie, puis une femme debout. Et cela suffisait. Elle engagea une jeune assistante pour l'aider dans la boutique. Clara, étudiante en lettres, vive et attentive, devint une présence réconfortante. Elle ne posa jamais de questions. Elle comprit rapidement que ce lieu n'était pas une entreprise comme les autres, mais une forme de refuge discret. Ensemble, elles rangèrent les livres, organisaient des lectures, accueillaient des enfants pour des heures du conte. La boutique devint un lieu vivant, sans jamais perdre sa douceur. Un jour, en triant une caisse de livres anciens, Élise tomba sur un exemplaire de « À la recherche du temps perdu ». Elle resta un long moment à le regarder. C'était ce même livre qu'elle avait prêté à Marc des années auparavant, le jour où tout avait commencé. Elle hésita, puis le rangea sur l'étagère parmi les autres. Il n'avait plus à être spécial. Il n'avait plus besoin d'être lié à quoi que ce soit d'autre que la littérature elle-même. Ce passé, elle ne l'effaçait pas, mais elle refusait désormais qu'il dicte sa place dans le monde. À mesure que les mois passaient, Élise trouva une forme de paix qui ne ressemblait à aucune des idées qu'elle s'en faisait autrefois. Ce n'était pas l'absence de douleur ni le bonheur éclatant, mais une stabilité silencieuse, une sensation de présence à soi-même. Elle n'attendait plus de reconnaissance. Elle n'espérait plus de réparation. Elle avait obtenu ce qu'elle voulait, sa place, non pas dans une entreprise, ni dans un foyer, ni dans un récit public,
mais dans sa propre vie. Et dans cette librairie, chaque jour qu'elle ouvrait les volets, qu'elle respirait l'odeur du papier, qu'elle échangeait quelques mots avec un client fidèle, elle mesurait à quel point la paix n'est pas un état spectaculaire, mais un choix, celui de se reconstruire sans bruit, et de recommencer librement, autant de fois qu'il le faut. Quelques années s'étaient écoulées depuis le procès, depuis la reconstruction silencieuse d'Élise et l'effondrement progressif de Marc. Le monde avait poursuivi sa course, et dans les rues d'Aix-en-Provence, personne ne se souvenait que la femme qui ouvrait chaque matin sa petite librairie avait été un jour au centre d'un des plus grands scandales judiciaires du milieu entrepreneurial français. Élise, elle, n'éprouvait aucune nostalgie, aucune volonté de revenir sur ce passé. Elle vivait dans une forme de continuité apaisée, entourée de livres, de sourires discrets, de lectures partagées. Un matin d'hiver, alors que la lumière peinait à filtrer à travers les rideaux épais de la boutique, Élise ouvrit sa boîte aux lettres. Parmi les enveloppes ordinaires, une lettre attira son attention. Papier crème, écriture manuscrite soignée, adresse inconnue. Elle la glissa dans sa poche et attendit d'être seule pour l'ouvrir. Une fois rentrée dans l'arrière-boutique, elle s'assit, déchira l'enveloppe et déplia les feuilles. La lettre venait d'une jeune avocate, installée dans une petite ville de province. Elle racontait comment, étudiante en droit, elle avait suivi de près le procès d'Élise, l'avait étudié, analysé, comment cette affaire avait éveillé en elle une conscience nouvelle. Elle écrivait avoir compris, grâce à ce dossier, l'importance de la mémoire des femmes dans les projets communs, la façon dont tant de contributions étaient rendues invisibles par des logiques de pouvoir, d'orgueil ou de stratégie. Elle remerciait Élise de ne pas avoir crié, de ne pas avoir cédé à la vengeance, de ne pas s'être transformée en spectacle. Dans ces mots, on percevait l'admiration, mais surtout la compréhension profonde du choix qu'avait fait Élise, celui de défendre sa vérité sans renoncer à sa dignité. Dans la dernière page, l'avocate écrivait « Vous m'avez montré que la dignité vaut plus que toutes les fortunes, et pourtant vous avez terminé avec les deux. » Élise relut cette phrase plusieurs fois. Elle ne sourit pas immédiatement. Elle garda la lettre entre ses mains, regarda par la fenêtre, la rue encore vide, les gouttes de pluie frappant doucement les vitres. Ce n'était pas une phrase de plus. Ce n'était pas une flatterie. C'était une forme de reconnaissance intime, exacte, sans effusion. Une confirmation que ce qu'elle avait fait, ce qu'elle avait traversé, avait eu un écho au-delà d'elle-même. Elle rangea la lettre dans un tiroir, à côté d'un carnet de notes qu'elle tenait toujours à portée de main. Elle n'en parla à personne, pas même à Clara, qui continuait de travailler à ses côtés avec une fidélité tranquille. Ce n'était pas un événement à partager. C'était une page qui se tournait en silence, comme toutes les autres, car la justice qu'Élise avait obtenue n'était pas celle qu'on écrit dans les arrêts des tribunaux. C'était celle qu'on ressent dans le calme des jours, dans le sommeil retrouvé, dans les gestes simples redevenus légers. Marc, de son côté, n'était plus qu'un nom évoqué de temps à autre dans quelques articles d'archives. Il avait quitté la scène médiatique, s'était retiré des affaires. Certains disaient qu'il vivait à l'étranger, d'autres qu'il tentait de remonter une structure discrète. Mais pour Élise, il n'existait plus, pas par rejet ou oubli, simplement parce que sa place dans son existence n'avait plus aucune fonction. Elle ne nourrissait aucun ressentiment. Elle ne souhaitait ni son malheur, ni son succès. Elle s'était détachée de toute attente à son égard. Et dans ce détachement, elle avait trouvé sa liberté. La librairie continuait à prospérer, doucement, selon son propre rythme. Les habitués formaient un cercle stable. On y venait chercher des ouvrages rares, demander des conseils, parfois s'asseoir sans acheter, juste pour sentir l'odeur des livres et écouter la radio qui jouait à bas volume dans un coin. Élise avait créé un monde à sa mesure, ni trop grand, ni trop exposé. Un espace où elle n'était plus définie par ce qu'on lui avait fait, mais par ce qu'elle choisissait de faire. Elle continua à écrire, toujours en silence. Quelques textes courts, des fragments de pensée, des réflexions sur le temps, le pardon, la solitude choisie. Elle ne les publia jamais. Elle les gardait dans des carnets soigneusement empilés dans une armoire. Peut-être un jour en ferait-elle quelque chose, peut-être pas. Ce n'était pas important. Ce qui comptait, c'était de pouvoir écrire librement, sans crainte d'être jugée ou récupérée. Parfois, en fermant la boutique le soir, elle repensait aux premières années avec Marc, aux débuts, aux espoirs, aux illusions aussi. Elle ne regrettait rien.
Elle savait que ces années avaient existé, qu'elles avaient formé une partie de son histoire, mais non pas sa définition. Ce qui l'avait rendue forte n'était pas l'épreuve, mais la façon dont elle avait choisi d'y répondre. Ne pas hurler, ne pas s'effacer. Tenir, rester. Et quand le moment était venu, partir sans bruit vers ce qu'elle voulait être. Ainsi se termina ce chapitre. Non pas avec un triomphe, ni une chute dramatique, mais avec une femme debout dans une petite librairie du Sud, qui chaque jour ouvrait ses portes, saluait ses voisins, rangeait ses livres et écrivait en silence la suite de son propre récit. Pas celui qu'on attendait d'elle, celui qu'elle avait choisi.